Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Au sommaire de cette édition du soir, l'appel à l'aide urgente lancé par une élève en classe de terminale clouée au lit d'hôpital à l'aube de cette nouvelle rentrée scolaire est à suivre dans cette édition. Toujours dans l'effervescence de la reprise des classes, nombreux sont les conducteurs de taxi-moto sollicités pour assurer le transport des élèves vers leur établissement. Cet engagement noué entre conducteurs et parents n'est pas sans risque. L'athlète béninoise Odile Arwawanou est portée disparue depuis le 10 septembre dernier en France. L'inquiétude grandit face à cette disparition soudaine. Voilà tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Joadine Vidjenani, inscrite au lycée professionnel et technique de Bopa et élève en classe de terminale, n'est pas en mesure de reprendre les cours. Souffrant de douleurs abdominales depuis une dizaine d'années et orpheline de père, elle sollicite l'aide des bonnes volontés pour financer les examens médicaux nécessaires. Suivez son témoignage dans notre reportage. Alors que de nombreux élèves ont repris le chemin des classes, cette jeune fille, en classe de terminale au lycée technique et professionnel de Bopa, se trouve dans l'incapacité de retrouver ses cahiers. Clouée au lit à quelques jours de la fin des vacances, à cause de douleurs abdominales persistantes, elle est dans l'impossibilité de se déplacer. Ce mode de vente a commencé depuis que j'ai 10 ans. Actuellement, j'ai 21 ans. Ça fait déjà 11 ans. Et à chaque fois, quand ça commence, je n'arrive pas à marcher, à me redresser, à faire des gestes, que qu'en soit. Si ça commence, c'est que je ne sais comment me positionner quand les douleurs commencent. Je n'arrive même pas à faire quelque chose. Je n'arrive pas à manger. Non, c'est que mon wandi pépé quoi. Les examens médicaux réalisés dans la limite des moyens modestes dont dispose son tuteur n'ont pas encore permis de poser un diagnostic clair. Je l'ai pris en charge depuis quelques années, jusqu'à ce qu'elle est allée au BPC, elle est admise, elle est maintenant au lycée technique de Bopa. Mais au moment où je l'ai pris en charge, j'ai constaté qu'elle avait un mal de maux de ventre. Et ces derniers temps, ça a persisté entièrement. Et finalement, on l'a conduit à l'hôpital. Et les diagnostics ont montré un peu qu'il se pourrait que ce soit de l'appendicite. On a fait l'échographie. Nous sommes allés vers d'autres centres de santé encore, au CHD aussi. D'autres ont dit que ça peut être l'ulcère. Mais là maintenant, pour avoir plus de solutions, ils ont proposé l'endoscopie et le scanner. Orpheline de père et abandonnée par sa mère dès son jeune âge, cette élève ne peut compter que sur le soutien de son tuteur qui reste à son chevet. Toutefois, à court de ressources, ce dernier est incapable de couvrir les frais médicaux et les autres charges liées à son état de santé. Je suis en train de faire de recours à tout le monde pour qu'on puisse nous aider pour son cas, puisqu'elle est orpheline de père et d'une mère qui l'a abandonnée depuis son enfance. Elle n'a personne.
Donc toutes ces charges reposent sur nous et quelques-uns qui sont tout autour de nous. La principale préoccupation de ce père adoptif est de sauver la vie de cette jeune fille tout en lui permettant de poursuivre ses études pour réaliser ses rêves. Elle passe en terminale de multimédia production. Voilà qu'elle ne peut pas aller au cours maintenant, elle est encore à la maison. Une demande d'un SOS. Quand les mots de vent commencent, elle ne peut pas se redresser, elle ne peut pas... Cette temps-ci, elle est un peu sous calmant. Mbio melebi, dona yeni jali. Ni au totuavi. Il y a des gens qui sont dans les médias, bon, anonon te waro jomdo. Je suis une orpheline de père depuis l'âge de 7 ans. J'étais encore bébé quand ma mère m'a abandonné. Je n'ai plus personne à part mon tuteur. Je vous en prie, aidez-moi. Donc, un appel est ainsi lancé aux âmes généreuses pour apporter le soutien à cette jeune élève en difficulté. Celui qui aide un orphelin passe de l'argent à Dieu et un jour Dieu le récompensera. Merci. En raison de leur indisponibilité et de la distance qui sépare l'école du domicile, plusieurs parents d'élèves font appel au service des conducteurs de taxi-moto pour transporter leurs enfants. Alors que la rentrée vient de commencer, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la sécurité de leurs enfants lors de ces trajets. C'est une préoccupation majeure pour beaucoup de parents. Votre rédaction s'est penchée sur le sujet. Anselme Orecha et David Yemé pour le reportage. Après l'achat des fournitures scolaires, une autre équation difficile à résoudre pour les parents est celle du transport de leurs enfants vers les établissements scolaires. En raison de leur emploi du temps souvent chargé, certains parents sollicitent les services des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémédians, pour assurer ce transport. Cependant, cette pratique présente des risques et nécessite le respect de certaines procédures afin de garantir la sécurité des enfants. Yacoubou Lawani, président de l'Union communale des Zémédians de Parakou, prodigue quelques conseils aux parents d'élèves. Je demande à ceux-là qui veulent confier désormais leurs enfants à un conducteur de taxi-moto, il faut qu'ils soient rassurés que cette personne est une personne de bonne moralité. Donc il faut que d'abord le parent sache que ce conducteur habite dans tel quartier, telle maison, est parent à telle personne. Il faut que le conducteur puisse amener 2 personnes de sa famille pour signer ce témoignage. Non seulement ça, le conducteur doit avoir une moto, une chemise numérotée, bien enregistrée, bien lisible, une carte de profession et la taxe sur moto. Malgré les fortes sollicitations par les parents, certains conducteurs de taxi-moto font état des difficultés rencontrées dans le cadre des contrats conclus avec ces derniers. Il y a des contraintes. Les contraintes comment? À travers la santé et à travers aussi les obstacles liés à la moto. Parce que des fois, quand il est l'heure de chercher l'enfant, il arrive souvent que le ZEM soit un peu éloigné. Donc en revenant, il peut être confronté par des problèmes de crevaison ou bien de bougies. Donc le parent, lui, son objectif, c'est d'amener son enfant. Donc, de ce moment, on commence par t'appeler. Voilà, il est midi. Depuis là, mon enfant est où? Donc, si quelque chose est arrivé à mon enfant, tu es responsable. Il y a certaines difficultés que nous arrivons à rencontrer sur le paiement entre les parents et nous, les Zémédiamans. Bon, par exemple, si je vais parler de 1000 francs la journée, disons 5 jours de la semaine que les enfants vont au cours. Bon, ça fait 5000. Bon, s'il va te payer la semaine, tu arrives à prendre tes 5000 rapidement. Mais quand la somme va faire les 4 semaines du mois, bon, parfois eux-mêmes, ils voient que la somme leur étant élevée. Bon, là, vous commencez par vous tirailler, vous voyez un peu. En tant que Zémédiaman, tu as tenu à amener un enfant à 8 h à l'école. Bon, il faut être là à la maison avant 7h30. Bon, tu peux arriver à la maison à 7h30, voilà que la maman n'a pas encore apprêté les enfants pour que tu les amènes à l'école. Compte tenu de cette pression, on est obligé de filer.
Parfois, nous filons et nous risquons la vie des enfants et nous-mêmes notre vie. C'est pour cette raison que le président de l'Union communale des étudiants de Parakou lance cet appel. Une fois déjà sur la moto, il doit se méfier des boissons alcoolisées. Il doit respecter le code de la route. Il doit respecter son usager, c'est-à-dire son usager vis-à-vis à lui dans la circulation. Et il doit aussi respecter les forces de l'ordre qui sont souvent sur la voie pour guider la circulation. Pour la sécurité des élèves, les parents doivent donc faire appel à des conducteurs remplissant les conditions requises et suivre rigoureusement le contrat qui les lie à ces derniers. Cette édition se poursuit pour renforcer les capacités du ministère de la Justice et de la Législation. Un concours de recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 7 en situation de handicap, sera organisé le samedi 16 novembre 2024. Cette annonce a été faite par la ministre du Travail et de la Fonction publique dans un communiqué rendu public ce mardi 17 septembre 2024. Sur un autre volet, le 16 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la protection de la couche d'ozone. Cette année, le défi est de poursuivre les actions en faveur du climat. Mais comment y parvenir dans un contexte de mondialisation? Élément de réponse avec Fauzia Sefou et Patrice Ayontan. Faire progresser l'action climatique, c'est le nouveau défi dans lequel s'est lancée la communauté internationale au cours de la célébration de la journée de protection de la couche d'ozone, commémorée le 16 septembre de chaque année. Le rôle capital que joue cette couche d'ozone est bien connu de tous. La couche d'ozone représente une couche qui limite et qui freine les radiations ultraviolettes qui doivent venir sur la planète Terre ici. Et donc, qui permet, parce que ces radiations ultraviolettes, nous en tant qu'humains que nous sommes, nous ne pouvons pas vraiment supporter cela. Et donc, c'est cette couche qui limite. Même si on sent aujourd'hui les rayons solaires sur la planète Terre, on dit il fait chaud et autres, ce n'est pas la quantité qui devrait venir, qui vient. C'est cette couche qui limite ça. Il faut vraiment qu'on arrive à protéger cette couche-là qui nous fait vraiment du bien. L'initiative de cette journée est saluée dans le contexte de mondialisation des révolutions industrielles afin de mettre l'homme face à ses responsabilités dans cette lutte contre la dégradation de la couche d'ozone. Des études ont montré qu'au niveau de la couche d'ozone, il y avait déjà des trous, où ils ont même parlé de trous au niveau de la couche d'ozone. Et s'il y a des trous et on n'y prend pas garde, ça veut dire que la vie des humains sur la terre ferme ici sera un peu compliquée. Et donc, c'est surtout par ces industries installées, les gaz à effet de serre, la déforestation, la dégradation des sols, etc. C'est tous ces éléments en réalité qui amènent à la dégradation de la couche d'ozone. Et donc, il faut qu'on commence par faire l'effort maintenant, d'effort d'adaptation ou d'atténuation. Pour relever ce défi de protection, la grande majorité des actions reposent sur les activités humaines. Ainsi, par de petites actions, l'homme peut tendre vers cet idéal. Même avec ces industries et tout, si on continue et que nous avons des zones reboisées, partout où il y a des arbres et autres, ça pourra vraiment nous aider à atténuer l'effet des gaz à effet de serre pour qu'on arrive au fait à atteindre, même si ce n'est pas d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je pense quand même qu'avec déjà cette petite prise de conscience, il y a déjà au niveau de certains pays, des pays qui ont commencé par promouvoir les énergies photovoltaïques. S'ils pouvaient arriver à ce que ce dispositif puisse alimenter les industries, je pense quand même que l'objectif sera atteint. L'engagement continu des nations et des individus est essentiel pour assurer un avenir radieux à la couche d'ozone. À présent, la page Inter. Des tirs et des explosions ont retenti à Bamako dans la matinée de ce mardi 17 septembre 2024 autour de l'école de gendarmerie dans le quartier de Faladier et aux environs de l'aéroport Modibo Keïta. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Aucune information officielle concernant les victimes ou les dégâts matériels n'a été communiquée par les autorités maliennes. Dans un communiqué diffusé peu après 11 heures, l'organisation djihadiste affirme avoir mené une opération spécifique contre l'aéroport militaire et une base d'entraînement de la gendarmerie qui a entraîné d'énormes pertes humaines et matérielles, ainsi que la destruction de plusieurs avions de combat. De son côté, l'état-major général des armées a déclaré qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladié, ajoutant que des ratissages étaient menés et que la situation était sous contrôle. Des suspects ont aussi été arrêtés. Si les autorités n'ont pour l'instant fourni aucun bilan humain, un officier a assuré que l'attaque contre l'école de gendarmerie avait fait plusieurs morts. Selon une autre source malienne, beaucoup de blessés ont été envoyés à l'hôpital du Mali, un des principaux établissements hospitaliers de la capitale. L'école de gendarmerie abrite notamment le siège des unités d'élite de la gendarmerie, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARCI et le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Quant à l'aéroport de Bamako, il a été rapidement fermé. La base aérienne 101 qui accueille des avions et hélicoptères de l'armée de l'air malienne ainsi qu'un détachement des mercenaires russes de Wagner était visée par les assaillants. Justant l'aéroport civil, elle est située du côté sud du tarmac, à moins d'1 kilomètre des terminaux commerciaux. Sur des vidéos reçues dans la matinée par Le Monde, on distingue des impacts de balles sur les vitres d'un hall d'embarquement et de la zone duty-free de l'aéroport. Hasard du calendrier ou non, notons que l'attaque intervient à 5 jours de la fête de l'indépendance, le 22 septembre prochain, mais aussi le jour de l'ouverture du procès de l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, Ibika, renversé le 18 août 2020 par la junte du colonel Goïta, dans lesquels plusieurs personnalités civiles et militaires sont accusées de corruption. Celui-ci devait se tenir à la cour d'appel voisine de l'école de gendarmerie où sont détenus certains accusés tels que le général Moustapha Drabo et le colonel-major Noum d'Abitao. Parmi les autres prévenus figurent plusieurs proches et anciens ministres d'Ibika. La police française a lancé ce mardi 17 septembre 2024 un appel à témoins après la disparition de l'athlète béninoise Odile Awanwanou, spécialiste de l'heptathlon. Elle n'a plus été vue depuis le mardi 10 septembre près de Rouen. Patrice Ayonton. Odile a disparu depuis le 10 septembre de cette ville l'Est Rouen. Elle a déposé son enfant à l'assistante maternelle le matin et n'est pas revenue le chercher, indique la police de Seine-Maritime, précisant que sa dernière localisation était Neufchâtel en Braille et qu'elle se déplace en polo Volkswagen. L'athlète âgée de 33 ans est une spécialiste de l'heptathlon et avait terminé en 8e position dans cette discipline au mondiaux d'athlétisme en 2019 au Qatar. Elle détient le record national du Bénin dans sa discipline, ainsi que sur le 100 mètres haies, le saut en hauteur et le lancer du poids. Elle est entraîneuse également de la catégorie Benjamin et minime du stade Sotteville. La native de Savalou, centre-sud du Bénin, vit et s'entraîne à Rouen. Je cite, « J'habite à moins de 2 km du stade, il me manque. Pour moi, c'est ma maison », confiait-elle à RFI il y a 4 ans. Odile Awanwanou a participé aux Jeux Olympiques de Londres et de Tokyo. Elle détient le record du Bénin dans cette spécialité d'épreuve combinée avec 6,210 points, écrit-elle sur sa page Facebook. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.